Eh ben, écoutez, oui, je suis particulièrement contente d'être là parce que j'avais vu la première édition. J'assistais derrière mon écran pendant que je travaillais. Et puis, comme je suis en télétravail, comme la plupart d'entre vous, c'est un format qui me permet de bosser à côté. Donc, je trouve ça très cool, les webconf, même si je trouve ça parfois un petit peu difficile à suivre parce que justement, on travaille à côté, donc on rate des bouts de phrases, on rate quelques slides. Du coup, en préparant cette conf, je me suis dit que j'allais en tenir compte. Du coup, j'ai fait des modifications. Donc déjà, il faut savoir que c'est une conf qui s'écoute autant qu'elle se regarde. Donc vous pouvez multitasker tranquillement. Ensuite, j'ai essayé de faire tenir les concepts en une seule slide si jamais, comme moi, il y en a certains qui aiment bien faire des screens. Et puis, je vais vous préciser à l'oral quand je passerai d'une partie à l'autre, histoire que vous puissiez ignorer quand ça vous intéresse moins, et puis voir les slides quand vous êtes particulièrement concerné par un sujet. Et une fois terminée, eh ben, je la mettrai en ligne avec un lien sur Twitter. Donc voilà, je vous propose un format, on va dire, optimisé pour les confs en ligne et le télétravail. J'espère que ça fonctionnera bien parce qu'en fait, là, je viens de faire de l'UX. Et c'est tout ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis en train d'adapter mon contenu à votre contexte. Vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de multitasker, et du coup, je considère vos contraintes pour capter votre attention. Pourquoi je fais cette intro? C'est pour vous montrer qu'on peut améliorer nos pratiques en intégrant de l'UX assez facilement et sans avoir à faire trop d'efforts. Et je sais que sans avoir à faire trop d'efforts, pour commencer à connaître un peu la communauté SEO, c'est des choses qui vous parlent. Rapidement, en une minute, avant de vous expliquer comment on va faire de l'UX, je vais vous expliquer pourquoi intégrer de l'UX à votre SEO, tout simplement parce que vous allez optimiser tout le parcours de vos internautes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un meilleur positionnement grâce au principe de l'UX en prenant de mieux en mieux en compte l'intention de recherche. Vous allez pouvoir générer plus de trafic parce que vous allez développer des informations de meilleure qualité. Vous allez générer plus de conversions parce qu'on va essayer de lever tous les freins que peuvent avoir vos visiteurs grâce à la fois au contenu et aux fonctionnalités. Et puis, vous allez pouvoir améliorer votre fidélisation, le but étant de faire revenir les gens, les visiteurs sur votre site parce que l'expérience sera sûrement plus satisfaisante. Alors maintenant, on fait quoi? Je vais donc vous parler de 4 aspects. Il y a un aspect que j'aborde pas dans cette conf, qui est la web perf. Je vous préviens tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pourrait en parler des heures, que c'est un sujet à part entière. Oui, l'amélioration de la vitesse de chargement, notamment, fait partie des principes UX, mais c'est vrai qu'on va pas en parler aujourd'hui. Par contre, on va parler de 4 grandes thématiques qui sont vraiment importantes pour le SEO. Déjà, le choix des mots-clés, comment vous pouvez utiliser les personas et comment ils influencent le choix des mots-clés. Ensuite, on va aborder comment est-ce qu'on explore un mot-clé le plus loin possible pour mieux ranker et mieux transformer. On va parler conception-rédaction. Donc là, je vais plutôt vous donner des tips, des trucs très applicables. Et puis, on va finir par les bonnes pratiques de template pour le SEO. Comment on optimise notre wireframe. Donc, c'est parti. Première partie, les personas. L'idée était de faire un point sur comment l'utiliser pour le SEO. On ne va pas passer en revue toute la théorie, mais plutôt vous donner des choses concrètes parce que les personas, c'est un outil fantastique. Mais parfois, on va le créer en début de prestation ou en début de projet, puis en fait, on ne va pas s'en servir parce qu'on trouve ça très bien, c'est super joli, mais finalement, c'est pas toujours très actionnable. Les personas, chez Cozy, quand on les utilise, on a ces 5 critères-là. Donc, le premier, c'est ce que j'appelle les demographics. Donc, c'est l'âge, le sexe, la ville, les revenus, la situation professionnelle. On va avoir les psychographics. Donc, les psychographics, on va plus être sur du feeling. On va être sur les valeurs de la personne. C'est sa manière de voir le monde, sa manière d'interagir sur Internet, ses habitudes. Ensuite, on va être sur ses besoins qu'on peut remplacer par objectifs. Qu'est-ce qu'elle veut faire cette personne? Les motivations, donc les motivations, c'est pourquoi cette personne va réaliser telle action sur un site Internet. Et puis les freins, qu'est-ce qui l'empêche de réaliser cette action? Donc, c'est une cartographie assez simple et encore une fois, le but, c'est d'avoir des personas actionnables. Et donc, ces personas,
C'est quoi le rapport avec les mots-clés? Les personas, ils permettent de confirmer ou d'infirmer une stratégie SEO. Une stratégie SEO, elle commence par quoi? Elle commence par le choix des mots-clés. Donc là, je vous ai mis 2 exemples. Il y en a 3, 4 autres manières dont le persona influence le mot-clé. Là, je vous en ai mis 2. Le premier, c'est est-ce que le mot-clé est recherché par ma cible? Je vais vous donner 3 exemples sur un cas client. Donc, je bosse pour une start-up qui veut améliorer la prise en compte de la gestion de la douleur dans les CHU. Donc, en plus, c'est d'autant plus d'actualité. Eux, leur objectif, c'est de mettre en place un dispositif, je ne peux pas trop rentrer dans le détail, mais dans les chambres pour qu'on puisse mieux comprendre la douleur. Du coup, forcément, la première étape, c'est sur quel mot-clé on va se positionner, sachant qu'on est sur un milieu de niche et on est sur du B2B. Pour eux, leur but, c'est de s'adresser à des directeurs d'hôpitaux, à des directeurs d'achat qui pourraient être intéressés pour améliorer ce problème médical qui est la prise en compte de douleur. Et donc, quand j'ai fait ma recherche de mots-clés, j'ai trouvé 3 requêtes. Et en fait, en me confrontant à mon client et au persona qu'on avait défini, on s'est rendu compte qu'on avait 3 cibles complètement différentes. Par exemple, définition douleur chronique. Si on va voir la SERP, on s'aperçoit qu'on va avoir à la fois des médias mainstream, je crois qu'on a Journal des femmes, Santé Journal, on va avoir l'HAS qui va se positionner sur ce type de requête. Et en fait, en creusant un peu avec les personas, on se rend compte que c'est pas du tout le type de requête que la personne que je vise va taper. Définition douleur chronique, c'est pas vraiment ce qui va m'intéresser. Donc ça, c'est un mot-clé que moi, je vais mettre de côté. Alors qu'on aurait pu se dire, ok, j'ai une solution pour améliorer la prise en compte et la gestion de la douleur, donc on aurait pu le garder. Donc ça, on va le mettre de côté. Un deuxième exemple qui pour moi est d'autant plus impactant, c'est physiologie de la douleur. Pareil, en creusant et en faisant le lien avec nos personas, on se rend compte que ce terme physiologie, on s'adresse plutôt à des étudiants en médecine. Quand, pareil, vous allez voir sur la SERP, vous vous rendez compte que les résultats, ce sont plutôt des cours des facs de médecine en France qui vont expliquer la physiologie de la douleur. Donc ça peut être une requête qui peut m'intéresser parce que l'étudiant, demain, quand il va travailler dans un CHU, il va devenir prescripteur, mais c'est pas ma cible. Et par contre, là, on se rapproche un peu plus de ce qui nous intéresse. On va avoir protocole douleur ou protocole de la douleur. Là, on sait qu'on on se rend compte qu'on s'adresse à quelqu'un qui soit veut un rappel. En fait, il y a beaucoup de longues traînes avec PDF, PowerPoint, protocole de la douleur, PDF. Donc, on a un petit peu d'étudiants en médecine, mais en fait, on a aussi des gens qui veulent imprimer les protocoles de la douleur, qui sont des protocoles obligatoires, on va dire, pour les afficher dans la salle des infirmières, par exemple. Donc, quel impact ça a de réfléchir à qui tape cette personne et est-ce que c'est ma cible et est-ce que c'est mon persona? Le choix des mots-clés et l'ordre de priorité. Quand je vais attaquer ma stratégie SEO, je vais commencer par vouloir me positionner sur protocole de la douleur. Ensuite, je vais attaquer physiologie de la douleur. Et puis, je vais exclure définition douleur chronique de ma stratégie. La deuxième question qui est très utile quand on travaille les personas avec le SEO, c'est quelle question se pose ma cible lorsqu'elle effectue une recherche. Et donc là, encore une fois, il y a un travail d'empathie. Il faut se mettre à la place du persona. Et je vous ai fait un exemple sur une requête qui est EHPAD Nantes. Déjà, pour ceux qui n'ont jamais travaillé cette requête, et pour qui c'est pas forcément évident, dites-vous bien que EHPAD Nantes, c'est plutôt un aidant qui va faire cette recherche. C'est pas la personne qu'on va placer en EHPAD. Donc moi, je suis Laura. Imaginons, je veux placer ma maman en maison de retraite. Je cherche un EHPAD près de chez moi, à Nantes. Et du coup, si vous faites ce travail d'empathie, moi, je vais me dire quelles sont toutes les questions qui vont passer par la tête, qui vont passer dans la tête de la personne qui fait cette recherche, et je vais toutes les lister. Donc, je tape EHPAD Nantes. Ce qui m'intéresse, c'est d'en trouver un pas trop loin de chez moi pour que je puisse aller rendre visite à ma maman. Et puis, je vais me demander combien ça va coûter, à quoi ressemble cet EHPAD. Est-ce que si elle a Alzheimer, on va prendre en charge son Alzheimer? C'est quoi les horaires d'ouverture? Est-ce qu'il y a un parking pour venir? Etc., etc., etc. Donc, en ayant ce persona en tête, je sais qui elle est, je sais ce qu'elle fait, je suis Laura, j'habite à Nantes, ma maman a l'Alzheimer, je suis inquiète, etc. Je vais pouvoir lister toutes ces questions. Ça va avoir un impact sur énormément de choses. Ça va impacter la rédaction, ça va impacter à la fois la structure du contenu, mais aussi la manière que j'aurai de rédiger et de m'adresser à ma cible. Ça va impacter mon wireframe.
Si je me rends compte que la question la plus importante, c'est est-ce que c'est loin de chez moi? Parce qu'en fait, on réalise que c'est rédhibitoire. Je suis à Nantes. Je ne vais pas placer ma maman à Angers, qui est à 1 heure de chez moi, parce que c'est beaucoup trop loin. Bah, comme c'est rédhibitoire, je vais peut-être commencer par cette information. Du coup, sur ma page, je vais commencer par dire, voilà l'adresse, voilà la Maps, voilà les accès en bus, en train, en voiture. Oui, on a un parking. Donc, juste cet effort de se poser les questions que se pose la personne qui tape cette requête, ça vous permet déjà de concevoir votre contenu. Donc, le persona, pour finir sur le persona, puis ensuite on va parler des mots-clés, c'est vraiment un outil utile et beaucoup plus concret que ce qu'on peut imaginer, ne serait-ce que par ces 2 premières questions. Et ça, c'est un outil UX, vous en doutez bien. La deuxième partie que je voulais aborder avec vous, c'était les mots-clés. Comment est-ce qu'on fait de l'UX quand on est à l'étape de définition des mots-clés? On va utiliser les principes d'empathie, comme je viens de vous expliquer, pour explorer l'intention de recherche le plus loin possible. Comme je vous l'ai écrit, explorer l'intention en long, en large et en travers. Là, l'objectif, c'est s'assurer de ne rien oublier. Pourquoi c'est s'assurer de ne rien oublier? Parce que quand on est pressé, parce que quand on travaille des dizaines de milliers de mots-clés, on n'a pas forcément le temps d'aller analyser chaque mot-clé. Donc, le but, c'est plutôt de vous lister tout ce que moi, je vais regarder quand je fais une liste de mots-clés. Et vous allez voir, après, je vais vous faire un fichier détaillé. Premièrement, la première étape par laquelle on commence toujours chez Cozy, c'est on va voir la SERP. On ne va pas aller voir la SERP pour tous les mots-clés, toutes les thématiques et toutes les longues traînes, mais on va choisir généralement le mot-clé le plus générique. Qu'est-ce qu'on va regarder dans la SERP? C'est quelles fonctionnalités Google nous propose sur cette page. Est-ce qu'il y a du Google Shopping? Est-ce qu'il y a un pack local? Le but étant de commencer à comprendre l'intention que Google perçoit de la requête. Ensuite, on va aller voir la concurrence. C'est quoi les pages qui sont positionnées? Est-ce qu'ils ont des résultats enrichis, ce qui sous-entendrait qu'ils utilisent des microdonnées, ou tout du moins qu'il y a des éléments dans la page qui sont utiles à faire ressortir dans les SERP? Est-ce que le mot-clé me semble difficile? Ensuite, on va aller voir la longue traîne. Donc, on descend en bas de la SERP, on va voir les recherches associées. On utilise des outils pour aller voir la longue traîne et les questions associées comme Answer the Public. Il y a Keyword Cheater qui est génial quand vous n'avez pas d'idée de mots-clés. Vous mettez votre mot-clé générique, short tail, et ça vous sort toute la longue traîne. Et après, vous pouvez l'importer par exemple dans Google Ads pour voir s'il y a du volume de recherche. La quatrième étape, on revient au persona. Est-ce que son intention de recherche est satisfaite? Est-ce que son objectif et les questions sous-jacentes peuvent m'aider à comprendre le mot-clé? Et puis en dernière étape, je vais faire la corrélation avec l'offre que moi je propose. Pour vous faciliter tout ça, je vous ai fait un petit lien. Vous pourrez le récupérer, je pense que Jackie va le poster dans le chat. Je vous ai remis tout ce que je viens de vous dire dans un fichier. Comme ça vous donne une checklist hyper opérationnelle pour que vous puissiez le mettre en place. Donc, état de la SERP, est-ce qu'il y a un résultat Google Shopping? Et puis, moi, un conseil, qu'est-ce que ça sous-entend? Intention transactionnelle, donc je vais plutôt positionner une page catég ou une fiche produit. Est-ce qu'il y a un pack local? Bon, s'il y a un pack local, ça veut dire qu'il y a un service qui inclut un contact dans la vraie vie. Est-ce qu'il y a un bloc PA? À ce moment-là, quelles sont les questions que je peux récupérer pour enrichir mon contenu sur ma page? Présence d'une position 0, ça veut dire qu'on va avoir besoin de formater des blocs pour choper cette position 0 de la manière dont l'attend Google. On l'a fait récemment sur différentes télésurveillance, vidéosurveillance. Pour prendre la place du concurrent, il a suffi de taper la différence entre la télésurveillance et la vidéosurveillance et on a réussi à choper la position 0. Alors évidemment, c'est pas aussi facile, c'est pas toujours aussi facile. Là, c'est de la longue traîne. Donc, je vous laisserai vous promener. C'est en lecture seule, donc vous pouvez la récupérer, la copier et puis l'utiliser pour être sûr de ne rien oublier. Voilà un peu le propos. Je vous ai même fait un dark mode juste pour que ce soit joli dans ma presse. Donc, si je reviens sur ma présentation, on a vu comment les personas peuvent nous aider à être sûrs de choisir les bons mots-clés. Et à cette étape-là, comment des principes du X, c'est-à-dire l'empathie, je me mets à la place de ma cible et je fais un effort de prendre en compte et de comprendre l'intention de recherche derrière une requête, peut m'aider à mieux comprendre le mot-clé et du coup,
commencer à dessiner votre wireframe, commencer à dessiner votre contenu et surtout être sûr de ne pas vous planter. Donc, normalement, si vous réalisez ces 5 étapes, qui peuvent prendre plus ou moins de temps, je vous l'accorde, vous allez avoir un contenu qui va mieux ranker et qui va surtout mieux transformer. Et c'est ça tout l'intérêt de cette stratégie. On passe à la... Ah oui, alors l'impact quand même, bon, c'est un peu le résumé de ce que je viens de vous raconter. Vous allez pouvoir savoir quel type de page positionner, structurer votre contenu et puis les formats des contenus au sein de la page. Ça, c'est intéressant, notamment pour les positions 0. S'il y a une position 0 qui est l'extraction d'un tableau, faites un tableau et simplement donnez une meilleure information au sein de ce tableau. Ok, troisième partie sur 4, la rédaction. On produit tous beaucoup de contenu, c'est le nerf de la guerre en SEO. Néanmoins, et vous le savez tous parce que nous, on ne le fait pas, les contenus ne sont pas lus. Quand je dis que les contenus ne sont pas lus, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants, ça veut dire qu'on a autre chose à faire que lire un contenu de A à Z. La meilleure analogie que j'ai trouvée, c'est que nous étions des chats. Pourquoi nous sommes des chats? Parce que nous sommes plutôt impatients, nous sommes très exigeants. Un site qui charge trop lentement sur mobile, on s'en va, on va chercher la réponse ailleurs. Nous sommes égocentriques parce que finalement, on s'attend à ce que le site réponde exactement à ce que moi j'attends. Et puis, on est fainéant, on n'aime pas chercher. Il n'y a rien de plus chiant que d'avoir à chercher une information sur la page web. Donc, si nous, on est comme ça, les visiteurs de vos sites internet, croyez-moi bien qu'ils sont comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des constats qu'on fait depuis toujours. On va scanner au lieu de lire une page en entier. Quand on navigue, on a un objectif. On ne lit pas un contenu de A à Z par plaisir, sauf si on a un objectif de lecture par plaisir. Et on n'a pas le temps de chercher l'information. Sauf que ces constats, on les connaît déjà. Il y a plein d'articles qui sont super, qui donnent des solutions avec des conseils de rédaction web. Du coup, moi, le but aujourd'hui, c'est pas forcément de revenir sur tout ça, mais c'est de vous donner des tips UX pour optimiser de plus en plus vos contenus. Alors, on démarre. Un premier tip que je donne à tous mes clients, c'est vous allez lire votre page en ne lisant uniquement que vos titres, donc les headings, et les mots ou les phrases en gras. L'objectif, c'est de savoir si ça fait sens. Parce que on sait très bien que comme on scanne la page, les titres et les mots en gras, ce sont des repères pour dire « Ah tiens, je vois qu'on parle de ça dans tel paragraphe, donc je vais aller lire ce paragraphe en détail. » Donc, je vous donne un exemple avec un contenu d'un client. Si on lit les titres et les mots-clés en gras, où placer les détecteurs de fuite d'eau à proximité des raccordements principaux. Ok, j'ai mon info, je continue. Là, je vois la cuisine et les pièces techniques. Je vois où placer le détecteur de monoxyde de carbone. On me dit dans une pièce équipée d'un système de chauffage. Ok, et puis on voit les chambres à proximité de la tête de lit. Donc, si je résume, où placer les détecteurs à proximité de vos raccordements dans les cuisines et pièces techniques, où placer le détecteur de fumée dans une pièce équipée d'un système de chauffage et dans les chambres. Et bien là, ça fait sens. Et du coup, là, j'ai utilisé des principes d'expérience, d'optimisation de l'expérience utilisateur pour faciliter la lecture, mieux comprendre l'information. Et du coup, j'offre une meilleure expérience à mon internaute. Il a trouvé l'information tout de suite. Et si je suis malin, après que je lui ai donné l'information, et ben là, j'essaie de l'emmener où je veux l'emmener, à me demander un devis pour je sais pas, installer un détecteur de fuite d'eau chez moi parce que je sais que quelqu'un qui lit ça, il n'est pas loin de l'installer, etc. Un autre tip que j'adore et que j'adore tester sur des sites sur lesquels je navigue, c'est d'inverser les titres avec vos sous-titres. On travaille souvent un titre et un sous-titre quand on veut annoncer une promesse et en sous-titre, il y a une preuve. Promesse, vous allez pouvoir gagner en visibilité grâce à Cozy. La preuve, nous sommes 4 consultants seniors qui avons chacun 8 ou 9 ans d'expérience. Mais en fait, si je l'inverse, c'est quand même beaucoup plus intéressant de dire 4 consultants seniors avec 9 ans d'expérience au service de votre référencement et de mettre en sous-titre, booster votre visibilité, travailler avec nous. Eh bien, ça, je l'ai testé sur le site de Linksgarden. J'ai trouvé ce titre « Nos points forts » avec cette description. Achetez vos liens sur nos nombreux sites exclusifs en toute autonomie et discrétion grâce à notre plateforme.
C'est juste avant les 6 points forts où vous rentrez dans le détail, Jackie. Et bien, si je l'inverse, ça donne site en exclusivité, autonomie et discrétion. Voilà, là, ma promesse, elle est factuelle. Elle est beaucoup plus tangible. Et à l'intérieur de mon paragraphe, pour après introduire les 6 points forts, je vais dire la plateforme d'achat de LinksGarden a de nombreux points forts, venez les découvrir. J'ai capturé l'attention de ma cible avec ce titre. Les sites sont exclusifs. Vous allez le faire en toute autonomie, on est discret. Et je vois que ça m'intéresse et du coup, je rentre dans le détail. Et là, je vais voir les 6 parties qui présentent qui est LinksGarden. J'ai voulu faire le test sur le site de Patrick et je suis frustrée parce que j'ai rien eu à dire. Donc, Patrick, bien joué. Les titres sont clairs. Les titres ont du sens et ils expliquent ce que vous faites. Donc, félicitations. Il y a un autre tips que j'aime bien mettre en place, c'est questionner son éditorial. C'est-à-dire, on sait qu'on a besoin de beaucoup de contenu en SEO. On sait que sur certaines requêtes, oui, il va falloir 2000 mots et non 500 mots. Néanmoins, je ne suis pas là que pour ranker, je suis aussi là pour transformer. Et donc, parfois, des mots devraient être remplacés par des fonctionnalités. Ce qui ne veut pas dire que je vais enlever du texte, ce qui veut plutôt dire que je vais le mettre en dessous ma fonctionnalité ou au sein de ma fonctionnalité. Donc là, j'ai pris un exemple pour le mot-clé « estimation de déménagement » où l'intention de recherche est très proche de la conversion. On est sur quelqu'un qui soit veut définir son budget de déménagement, soit veut demander un devis de déménagement. Donc, je suis allée voir Movinga, ils sont 3e sur estimation déménagement avec cette page qui est un guide assez long, coût déménagement 2020. Qu'est-ce qu'on voit dans cette page? On a un contenu très long, donc très riche. Du coup, il rank plutôt bien. On a une ligne éditoriale qui est centrée sur le conseil et l'information. On a un contenu assez générique. Coût déménagement, estimation déménagement, c'est une requête plutôt générique, même s'il y a une intention assez proche de la conversion. Et on va quand même retrouver des tableaux de prix. Donc, je réponds un petit peu à l'intention de recherche. Néanmoins, on n'est que sur de la lecture. Je ne réponds pas à l'intention des personnes qui sont proches de ma conversion. Comme je disais juste avant, estimation déménagement. Je peux avoir des gens qui sont en train de préparer leur budget et du coup, ils ne sont pas encore prêts à demander un devis à un déménageur. Mais je peux aussi avoir des gens qui sont vraiment pas loin de demander le devis. Et avec ce type de contenu, j'y réponds pas. Je vais avoir un tableau où je vais donner les prix moyens des déménagements. Je vais me dire, OK, je sais que je peux investir tant. Par contre, je n'ai aucune possibilité de personnaliser mon résultat. Cette page, je connais pas Movinga, mais j'ai travaillé un petit peu dans le déménagement. Et si vous descendez dans la page, il n'y a aucun appel à l'action à part un sticky. Ça m'étonnerait qu'elle convertisse. Alors que sur cette requête, pour avoir bossé dans le déménagement, on a plutôt des bons taux de conversion. Donc, c'est dommage. À l'inverse, les artisans déménageurs, ils proposent tout de suite un configurateur. Donc, je vais tout de suite pouvoir mettre le mobilier que j'ai chez moi. On va me donner un aperçu de prix. Et en dessous, je vais quand même avoir un bloc de contenu pour mon référencement naturel. Par contre, vous vous doutez bien que vu la taille de cette page et du contenu par rapport à Movinga, on va sûrement avoir besoin de compenser avec des efforts, que ce soit du maillage interne ou du backlink. Donc, en conclusion, pensez à l'utilisateur avant de penser à Google. Je ne dis pas ne pensez pas à Google, et Fabien l'a dit très justement en introduction. Dire penser à l'utilisateur au lieu de Google, c'est une connerie, parce qu'on doit évidemment structurer de la manière que l'attend Google. Par contre, il faut penser à l'utilisateur, pour moi, avant Google. Et du coup, ça vous permet de faire des choix entre je veux investir énormément sur l'éditorial ou je suis prêt à investir un peu moins sur l'éditorial, un peu plus sur l'UX et je sais que je vais devoir compenser avec du linking. Par exemple, ce n'est qu'un exemple. Voilà pour les tips sur la rédaction. Je check un œil à l'heure, 11h53, on est bien. La dernière partie, qui est la partie qui, moi, m'intéresse le plus et qui, de vous à moi, est aussi la raison pour laquelle on a créé Cozy, c'est l'ergonomie. C'est-à-dire qu'en intro, Jackie disait que chez Cozy, on dissocie jamais l'acquisition et la transfo et c'est vraiment un leitmotiv. C'est-à-dire que déjà, c'est vraiment beaucoup plus intéressant quand on travaille les prestations de faire aussi de la transfo, mais parce qu'on se rend compte que ça a un impact énorme. Et ce qui m'intéresse ici dans cette 4e partie qui est l'ergonomie, c'est de vous faire comprendre que c'est le template qui s'adapte au contenu et non l'inverse. Voire,
c'est le template qui doit s'adapter à l'intention. Et je sais que c'est des sujets qui sont plutôt bien intégrés par tout le monde, mais l'idée, c'était d'aller un peu plus loin et puis de vous fournir une sorte de petite cartographie qui vous servira de mémo. Donc, je vous dirai quand faire une screen capture. Quand je parle d'intention, je ne parle pas de la définition de Google de l'intention, qui est cette catégorisation qu'il propose, transactionnelle, navigationnelle, informationnelle, etc., qui est très utile pour les quality writers et elle a le mérite d'être là. Ce dont je parle, c'est l'objectif de l'internaute. Je vous ai fait cette petite map. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Donc, en axe vertical, on va avoir plutôt la longue traîne en haut. Donc, j'ai une requête précise. La short tail en bas, je vais avoir une requête générique, une requête un peu vague. Et en axe horizontal, à droite, on va avoir un potentiel de conversion plus élevé. Je suis très proche de l'achat. C'est-à-dire que mon intention est d'acheter. Et à gauche, plutôt une recherche d'information. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'une requête précise et longue traîne, avec une intention d'achat, globalement, je vais acheter un produit ou un service précis. Si je suis proche, si j'ai une intention d'achat, mais avec une requête short tail, je suis en train de préparer mon achat. Donc, je suis plus ou moins proche de l'achat. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai une intention d'achat à court ou long terme. À l'inverse, si j'ai une requête short tail qui est plutôt informationnelle, je suis en train de lire, je compare, je récupère des infos. Peut-être que je ne veux pas du tout faire un achat, je suis en train de faire de la lecture. Et si j'ai une requête précise avec une intention informationnelle, là, je cherche plutôt une réponse à un problème, j'ai une question, je cherche une info assez précise. Si on tient compte de ce mapping, on est en capacité d'anticiper le type de template que je vais chercher à positionner. Et du coup, ça va influencer votre stratégie de mots-clés. C'est-à-dire que nous, quand on travaille la stratégie de mots-clés, on va associer des ensembles de mots-clés à des types de pages, à une arborescence. Dans 100% des cas où on démarre une prestation, on fait évoluer l'arborescence du client, soit par l'ajout de pages, soit par des modifications de template. Donc, voilà à peu près les types, alors je ne les ai pas tous mis, mais c'est vraiment ce qu'on utilise le plus, les types de pages, les types de contenus qu'on va utiliser en fonction de l'intention de recherche. Donc, on va commencer par les plus évidents. J'ai une recherche précise avec une intention d'achat, on va plutôt essayer de positionner une fiche produit. Évidemment, ça dépend des marchés, ça dépend des niches, mais on va plutôt être sur une fiche produit. Une requête précise, ça va être des couleurs, des matières, des caractéristiques, une marque en particulier, un nom de modèle. À l'inverse, on va plutôt positionner une page catégorie quand on est sur une requête générique, type fauteuil de bureau. Et par exemple, fauteuil de bureau, je vous la donne un exemple parce que je trouve que ça illustre bien mon propos. Je peux taper fauteuil de bureau parce que j'ai une intention d'achat, mais je démarre ma recherche. Je découvre, je ne sais pas trop. Ou je veux taper fauteuil de bureau. J'ai déjà avancé un petit peu dans ma recherche, mais je veux revenir à, tiens, je vais voir ce qu'il existe. Par exemple, on peut imaginer des parcours où une personne va taper. En fait, je dis une personne, mais c'est moi qui ai fait cette recherche en décembre. Une personne va taper fauteuil de bureau Ikea parce que c'est la première marque qui vient en tête. Petite info que je trouve intéressante, les marques ont 3 fois plus de chances d'être choisies si elles sont déjà dans la tête de l'internaute. Donc, travaillez votre notoriété. Donc, fauteuil de bureau Ikea, c'est ma première recherche. Et puis après, j'ai tapé fauteuil de bureau parce qu'en fait, j'avais fait le tour de Ikea, j'avais compris ce qu'il y avait et j'étais revenue en arrière pour aller voir un petit peu ce que les autres me proposaient, les buts, les conformes. Si je continue, quand je mets forme, ça veut dire formulaire. Vous avez tout intérêt à travailler vos templates de page contact et de demande de devis. Vous pouvez bien sûr ajouter du contenu en bas de page pour référencer ce type de page. Je reprends l'exemple du déménagement. J'avais travaillé pour l'officiel du déménagement. On a une page qui s'appelle devis déménagement. On a positionné notre template de devis en dessous duquel on a rajouté du contenu. C'est quand même beaucoup mieux qu'une page qui explique comment faire une demande de devis avec un CTA vers la page devis. Non, je positionne la page où je peux réaliser l'action. Ensuite, on va voir les guides et les tutoriels. Les guides, c'est un format très sympa parce qu'on peut aller très loin. Quand je dis guide, à la différence de tutoriel, je suis vraiment dans la recherche d'infos. Par exemple, comment choisir une perceuse.
C'est génial parce qu'on a une intention d'achat, mais on ne sait pas où on en est dans le parcours. C'est pour ça que je l'ai mis assez au milieu dans cette représentation graphique. Et on peut aller très, très loin. Donc là, on va explorer. C'est quoi les marques? C'est quoi les fonctionnalités? Dans quel cas je l'utilise? Les différents types de perceuses. On peut faire un truc très dense qui va à la fois permettre de se positionner, de pousser des produits. Je vais booster mon maillage interne. Je vais pouvoir faire du remarketing grâce à ce trafic que j'ai capté. Et puis l'autre format, c'est les tutoriels. Les how-to. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Et là, ça peut être des vidéos, ça peut être des choses en étapes. Donc là, pareil, on sait pas trop si on est près de l'achat ou de l'information. Donc, on va plutôt faire quelque chose en étapes avec de la photo, de la vidéo. Les Leroy Merlin et consorts font ça très bien. Et ensuite, on s'éloigne un petit peu plus de l'achat. On va être sur des articles ou des pages définition. Donc ça, c'est des templates qui sont très utiles pour faire beaucoup de trafic, qui malheureusement vont un peu moins convertir. Et ça, pareil, je le vois sur 100% de nos clients. Mais par contre, ça permet de faire de la visibilité. Ça permet d'aller retargeter. Ça permet de faire de la souscription à des newsletters et ça fait de la notoriété. Donc voilà à peu près un petit... je voulais vous faire un mapping de type de template à utiliser en fonction de l'intention de l'internaute. Et puis, pour rester sur le template, il est midi, on est bien. Je voulais finir par les 4 règles d'or de la Team Cozy, c'est-à-dire 4 choses qu'on a vraiment intégrées à nos process d'optimisation SEO. La première étape, ça va être de rédiger le contenu avant de concevoir le wireframe. Ça, c'est important, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'UX sert l'information, c'est pas l'inverse. Donc, rédiger le contenu avant de concevoir le wireframe, ça permet d'avoir les contraintes, entre guillemets, SEO d'anticiper, et ça permet surtout d'avoir un wireframe qui sert l'intention de l'internaute. Vu que vous aurez mis en place tout ce que je vous raconte depuis le début, vous aurez un contenu qui répond aux questions de l'internaute, qui répond à l'intention, et donc le wireframe, finalement, va servir ce contenu. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important pour nous. Je ne sais pas si toutes les agences le font, ça m'intéresserait de le savoir. C'est laisser au SEO la tâche de réaliser un wireframe. Oui, je sais, on n'est pas des UX designers, je ne suis pas un UX designer. Néanmoins, ça permet d'anticiper beaucoup de choses. Déjà, ça permet d'anticiper le maillage interne et les microdonnées. Si j'ai vu dans mon étude de la SERP que j'avais des résultats enrichis, par exemple, on a un client qui fait du stage de pilotage, on n'aurait pas pensé à mettre les dates de stage de pilotage dans notre fiche produit. On s'en est rendu compte en allant voir que sur la SERP, quelqu'un qui tapait stage de pilotage Nantes, Le Mans pour le coup, il était intéressé de voir les prochaines dates dispo. C'est un truc qu'on n'aurait pas vraiment anticipé. Et on a mis dans le wireframe, et là, on sait qu'on peut baliser en microdonnées et avoir un super résultat. Ça, pour le deuxième point, il peut servir de brief pour les rédacteurs. Ça, c'est un vrai atout parce que, je vous l'ai dit au tout début, je commence à connaître la communauté SEO. Je sais qu'on est tous à l'affût du moindre moyen de gagner du temps. Et le wireframe, avec le contenu rédigé, c'est un brief de rédaction. Donc, en fait, vous envoyez ce contenu, ce wireframe, au lieu d'avoir à rédiger un brief de rédac. Ça aide d'autant plus le rédacteur qu'il va réussir à lui se projeter dans ce à quoi va ressembler son contenu dans la page. Et enfin, ce wireframe peut aussi servir de spec pour les développeurs. Un wireframe commenté, je sais où mettre toutes mes balises headings, je sais où je peux lui indiquer où mettre mes microdonnées, je peux lui indiquer les formats de contenu que j'attends, etc. Un deuxième petit lien que je vous donne, parce que je suis sympa, vu que nous, on fait les wireframes chez Cozy et qu'on perdait du temps à tous les refaire, on a créé une bibliothèque de wireframes. Donc là, je sais, c'est pas l'idéal, c'est au format PNG, mais je vous donne un truc, donc c'est cool déjà. C'est des modèles de wireframe mobile. Donc là, par exemple, c'est un modèle de devis en mobile. Ça vous aidera à gagner du temps. Donc là, c'est un devis. Si je vous montre une page Catech qui va être hyper longue, ça va pas être très visible. Mais au moins, ça vous donnera une bonne idée de ce qui est un peu nécessaire et minimum sur la page. Bon, c'est illisible, mais je vous laisserai aller vous promener. N'hésitez pas à les récupérer. Vous avez des pages articles, vous avez une catégorie type liste, catégorie avec des vignettes. Je vous ai mis une fiche produit.
pareil, mobile first. Vous avez une page guide, vous avez une page locale, si vous voulez vous positionner sur des requêtes avec les noms des villes, et vous avez même des tunnels. Comme ça, si vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec l'exercice du wireframe, ça vous permet déjà d'avoir, on va dire, le minimum et puis de rien oublier. Donc, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à aller les récupérer. La 4e règle d'or chez Cozy, c'est de faire évoluer le template pour qu'il s'adapte au SEO. Il est très frustrant quand on démarre une prestation en tant que consultant d'entendre un client me dire « bah oui, mais j'ai pas de budget de dev pour faire évoluer ce template ». Donc, moi, je lui réponds, bah oui, mais du coup, bah, moi, j'ai pas de place pour mettre mes contenus, donc qu'est-ce qu'on fait en fait? Du coup, dans toutes les prestations qu'on démarre, on s'assure que notre client est soit un développeur en interne, soit un budget développement au sein d'une agence ou avec un freelance, pour qu'on puisse faire évoluer les templates. Parce qu'il suffit que le template soit mauvais pour qu'on rank mal et ou on transforme mal. Et du coup, on se retrouve à exploiter un blog, par exemple, pour se positionner sur des requêtes avec une intention transactionnelle. Et bien, évidemment, ça ne transforme pas. Petite dernière que j'ai rajoutée, ça fait 5. Un truc qui m'irrite un petit peu, et j'en avais parlé à Que du Web en décembre 2019, c'est arrêter de prévoir un contenu SEO en bas de page. Pourquoi arrêter de prévoir un contenu SEO en bas de page? Déjà parce que pour le SEO, c'est pas très sympa. Et c'est un petit peu vexant, mais surtout parce que quelqu'un qui vous dit ça, ça veut dire qu'il n'a pas compris que le SEO, c'était une opportunité. On a besoin de texte sur les pages pour ranker, mais en fait, le texte, c'est pas des mots, c'est des informations. Si je rédige un contenu sur comment bien choisir son vélo, je vais pas lui dire, bah, choisissez parce que le bleu, c'est joli, et puis je vais pas répéter 1000 fois choisir son vélo. Non, je vais répondre à cette question. Et c'est peut-être une question qui va intéresser mon internaute. Donc, le mettre tout en bas de ma page catég, ça n'a pas de sens si ça l'aide à faire son achat. Donc, je préfère qu'on se dise, eh ben, faisons évoluer ce template parce qu'on a identifié qu'il y avait besoin d'informations, plutôt que se dire, eh ben, on met ça en bas d'une page catégorie. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à raconter, 12h06. Je pense qu'on est bien en termes de timing. J'espère que ça vous a plu. Moi, je voyais que ma presse. Voilà. Vous allez me dire si c'était intéressant pour vous. Merci. Eh ben, tu as reçu un nombre impressionnant de compliments et de merci dans les c'est trop mignon. Et ben, tant mieux. On en plaisantait avec Jackie, mais à un moment donné, j'ai même eu un message d'erreur sur l'un de tes liens où Google disait en raison du nombre de personnes, nous avons limité les fonctionnalités. Donc, félicitations, tu as DDoS Google. Voilà. Ça fait plaisir. Je vais pouvoir le rajouter à ma Twitter. On était 450 en moyenne, du coup, durant ton live. Donc, c'était chouette. Je n'avais pas pensé à ça, que ça allait pouvoir... Oui, bah oui, évidemment. Du coup, dans les quelques questions qu'il y avait, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On va les prendre. En plus, on peut là, on va faire la pause de midi, donc on peut s'adapter, il n'y a pas de souci. Dans les questions, il y avait est-ce que pour toi, on peut utiliser des techniques à base de CSS, par exemple, pour du coup faire cohabiter la partie des contraintes SEO, on va dire, et puis de l'UX optimisé? Alors, j'ai pas eu le cas parce que j'arrive à convaincre mes clients de faire un petit peu ce qu'on veut. Honnêtement, je sais pas. Je préfère te dire, je sais pas. Déjà parce que je suis pas, voilà, parce que je l'ai jamais fait. J'aurais tendance à dire que oui. Je me souviens, il y a 1 ou 2 ans, où Google, enfin, tout le monde disait, oui, Google a dit, ça y est, les contenus cachés dans les tabs, c'est mort. En fait, ça fonctionne toujours autant. Donc, en effet, j'imagine que ce qui sous-entend en disant utiliser CSS, c'est cacher du contenu pour pas que ce soit trop dense. Dans les faits, oui, ça fonctionne. Et donc, tu peux ne pas dégrader une expérience et pourtant avoir beaucoup de contenu dans ta page grâce au CSS. Donc, je dirais oui, si c'est ce qui sous-entendait. OK. Du coup, donc tu as parlé, si tu as le lien, Jackie, tu peux peut-être le remettre parce qu'on a quelqu'un qui nous demande un template à préconiser pour une page catégorie de niveau 1 sur un site e-commerce. J'imagine qu'il y en a un dans la bibliothèque que tu as partagé. J'ai fait qu'un seul template de catégorie e-commerce, mais oui, tout à fait. Ouais. Tu peux repartager le lien, Jackie. Yes, c'est le lien 2. Voilà. C'est le lien 2. Alors, c'est marrant parce que je viens de réaliser que j'ai fini en disant « mettez pas le contenu en bas de page, c'est chiant ».
Oui, dans ce template, le contenu est en bas, mais ça ne veut pas dire ce que je disais, c'est que Aleda Solis, je vais t'envoyer le lien, Jackie, a fait un super article dessus où on donne des exemples en disant les pages KTEG sont celles qui sont le plus concernées par je mets mon contenu en bas de page. Parce que c'est hyper chiant de le mettre au sein des pages. Et je vais t'envoyer le contenu dans le chat privé. Et du coup, elle a fait un article là-dessus où elle parle d'échanges où en gros, il disait si tu mets trop de contenu en bas de page avec une intention qui n'est pas forcément une intention d'achat, mais une intention de guide, ça peut même amener à perturber Google et à mal comprendre le positionnement de la page. Donc moi, ce que je recommande, c'est plutôt réfléchir avec les filtres, réfléchir avec est-ce que quand la personne est en train de scroller au sein de ma page KTEG, et ben c'est pas maintenant qu'il faut que je lui pousse des contenus guides. Tiens, vous êtes en train de regarder tous ces vélos, allez sur mon guide comment choisir un vélo. C'est vraiment, c'est plus là-dessus en fait qu'il faut aller. Et pour le coup, ça dépend vachement de chaque marché, de chaque unité. Oui, il y a un dénommé, je ne sais pas si tu connais, un dénommé Victor Lerat, je crois, qui parle de technique du flex order pour la partie CSS. Voilà. Sur le côté template, etc., il y avait la question, oui, du texte page catégorie, voilà, qui revient beaucoup sur le mettre un lire plus ou pas, etc. Ouais, le lire plus, c'est comment dire, je veux pas être méchante. C'est la facilité. On a toujours fait ça. C'est le plus pratique et c'est normal et je le comprends. Et honnêtement, sur certaines pages KTEG, t'as pas envie de lire du texte et du coup, je peux l'entendre. Tu vois, là, on est en train de travailler sur la refonte d'un site qui vend des jeux pour enfants en bois et tout ça. Et en fait, on se rend compte que quand tu regardes sur Answers the Public, les questions, les gens, ils savent pas à quel âge, c'est pour quel âge les jouets. Donc, tu te dis, bah, soit tu ajoutes un contenu, voilà les types de jouets, soit tu ajoutes une fonctionnalité de filtre sur l'âge des jouets, etc. Mais tu peux toujours faire un contenu. Comment savoir si ce jouet il correspond à mon enfant ou pas. Mon enfant, il a 3 ans, qu'est-ce que je fais? Ça reste cohérent qu'au milieu de cette expérience je suis en train de scroller dans une page KTEG, on propose d'aider et on propose du guide. D'accord. Une autre question qui est, quand tu commences à travailler sur un client dont tu ne connais pas le secteur, est-ce que tu as une feuille de route avec des questions à poser pour être sûr de brasser toutes les questions et thèmes possibles? Qui est-ce qui pose la question? C'est BG Cinéma. Bon, je voulais savoir si c'était quelqu'un que je connais. Alors, en fait, nous, on a une méthodologie particulière qu'on a mis en place chez Cozy. On a une phase qu'on appelle d'immersion. Donc, on passe une demi-journée, voire une journée avec notre client. On lui pose toutes les questions. Le but étant que moi, j'arrive à prendre des décisions sans lui demander. Donc, en fait, toute cette phase de récupération d'infos, ça me permet de ne pas me planter dans mon choix de mots-clés. Je reprends l'exemple tout à l'heure dont je parlais sur le milieu de la santé, là. Si j'ai réussi à me dire je choisis protocole de douleur et pas physiologie de la douleur, c'est parce qu'en amont, ils m'ont expliqué la douleur, c'est ça. Tu vois, j'ai récupéré un max d'infos. Donc, je vais plutôt aller sur comprendre le marché en passant du temps avec mon client pour que quand je suis face à un mot-clé, je sais ce qu'il veut dire. Et honnêtement, en une demi-journée, tu as vraiment le temps d'avoir toutes les infos et c'est un gain de temps incroyable au sein de la presta. D'accord. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Est-ce que pour toi, le client t'aide-t-il à définir les personas ou est-ce que c'est plutôt la charge du SEO pour toi? On a eu les deux cas. C'est-à-dire que quand je commence une presta, je leur demande s'ils les ont déjà définis. Et s'ils les ont définis, je les questionne. Donc, cette phase d'immersion, je leur dis OK, à qui vous parlez? Et moi, je viens compléter et je leur propose. On a eu le cas pour un site pas de poker en ligne, mais bref, de jeux en ligne, de blackjack, etc. Il nous a dit, voilà, moi, ce que je connais de ma cible, c'est ça. Et nous, on leur a proposé notre vision en fonction des mots-clés sur lesquels ils voulaient se positionner, en fonction de la SERP qu'on a vue et en fonction des études. C'est-à-dire que moi, quand je commence, s'ils n'ont pas les infos, je vais chercher des études de marché. Je vais regarder ce qui existe et je lui propose un persona. Moi, j'aime bien proposer les personas parce que j'aime bien faire cet exercice. Après, c'est pas le rôle c'est pas au SEO de le faire. Nous, on le propose parce qu'on trouve ça utile et qu'on aime bien le faire. Mais je peux comprendre qu'il y en ait,
ça les saoule, quoi. D'accord. Ok. Est-ce qu'on a encore quelques minutes? Est-ce que certains ont d'autres questions dans le chat? N'hésitez pas. En tout cas, c'était très clair. Je vais la mettre sur Twitter après. Et puis, si certains ont des questions, qu'ils n'hésitent surtout pas. On est une communauté, on est là pour échanger. À mon avis, tout le monde est plongé dans les ressources que tu as généreusement partagées. Oui, on voit 80 personnes sur les Google, Google Sheets. C'est open bar, c'est cadeau. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Laura. C'était vraiment super. Tant mieux. Merci pour tout le partage. Et on devrait te voir plus souvent, en tout cas, en conférence. Ça nous ferait vraiment plaisir, en tout cas. J'essaierai de trouver des nouveaux thèmes, parce que l'UX et le SEO, ça fait 1 an et ça commence à être un peu long. Non, mais après, tu sais, le public n'est pas toujours le même, hein, j'imagine. Ouais. Après, c'est pas grave, honnêtement, tu donnes de la plus-value et puis tu sais, tu prends l'expérience sur 1 an. Donc, nous, en tout cas, on est très contents que tu aies utilisé ce sujet, que tu aies parlé un peu de ce que tu as fait l'année dernière à Que du Web. Puis tu es très pertinente sur ça, donc il n'y a aucun problème. Super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à continuer à les poser. Ouais. Et puis sinon, vous allez aller... Jackie, excuse-moi, il y a une petite question qui est arrivée au tout début que je trouve très intéressante et qui s'était perdue avant tous tes commentaires, Laura, si tu nous aides pas. Hein. Tous tes compliments, pardon, je voulais dire. On nous demande, est-ce que pour toi, un SEO doit être en patte? Doit être quoi? En patte pour faire preuve d'empathie. Ah oui, ouais, ça c'est. Alors oui, je réponds du tac au tac parce que moi je viens du marketing, je viens pas de la technique et du coup c'est quelque chose que j'ai toujours travaillé. Tu es obligé quand tu fais du marketing. Donc oui. Et honnêtement, je pense que tu prends le plus black hat des black hats. Je pense qu'au fond de lui, il te répondra la même chose. On ne peut pas faire ce travail si on ne sait pas à qui on s'adresse et ouais, je pense que c'est indispensable. Et même en tant que consultant. Tu es obligé d'avoir de l'empathie pour parler à tes clients. Ouais. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Laura. Eh ben, merci à vous. Hâte de suivre. À bientôt. Ouais, salut. Et puis, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir Laura sinon. Super. Et ben, bon appétit tout le monde.